Rima Hassan a été invitée à s'exprimer sur la situation à Gaza, où elle a affirmé qu'Israël commettait un génocide contre le peuple palestinien. Cette déclaration a immédiatement suscité des réactions, Duhamel cherchant à nuancer ses propos en se basant sur des éléments juridiques et des déclarations de la Cour internationale de justice, CIJ. Il a tenté de rappeler que la CIJ n'avait pas établi de fait avéré de génocide, mais avait seulement évoqué des hypothèses concernant la situation humanitaire à Gaza. Bonsoir Rima Hassan. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes juriste franco-palestinienne et donc, je le disais tout à l'heure, candidate aux européennes en 7e position sur la liste de la France insoumise. Beaucoup de sujets à aborder avec vous, mais je voudrais d'abord qu'on parle de la trêve au Proche-Orient qui semble s'éloigner. À l'instant, on apprend qu'une délégation du Hamas sera de retour en Égypte mardi pour continuer les négociations. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est entretenu avec le Premier ministre israélien, l'encourageant à mener à bien les négociations. Le Premier ministre israélien qui, lui, dénonce, je cite, les positions extrêmes du Hamas. Le Hamas qui refuse la trêve de 40 jours, qui incluait notamment un échange de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens. Qui est responsable pour vous de l'échec de ces négociations? Est-ce que c'est le Hamas ou le gouvernement israélien? Tout d'abord, je veux dire que c'est extrêmement important de continuer à soutenir sur le plan diplomatique toutes les négociations, toutes les initiatives qui permettent de nous faire cesser cette guerre et de faire taire les armes. Ce que j'observe aussi, ce que vous ne dites pas dans votre introduction, ce qui a été relayé également par la presse, c'est que Benyamin Netanyahou ne veut pas stopper cette guerre. Il l'a dit et redit qu'il projetait une offensive. Pour être très précis, à Rafah. lui dit qu'il refuse la condition fixée par le Hamas d'une cessation définitive. Il était question dans les négociations d'une trêve de 40 jours. Oui, mais la trêve en soi, si vous voulez, elle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà. Il faut effectivement un cessez-le-feu immédiat et permanent, ce qu'on demande quand même depuis de nombreux mois. Et je pense que c'est aussi les raisons, on y reviendra tout à l'heure, des mobilisations à l'échelle internationale. Donc pour vous, la responsabilité est du côté du gouvernement israélien? Ce que j'observe, c'est que nous n'avons pas un interlocuteur, si vous voulez, le plus honnête qui soit en face. Et il faut aussi rappeler, c'est extrêmement important pour les gens qui nous écoutent, que le Hamas est aussi là parce qu'Israël, en tout cas le régime d'extrême droite d'Israël, a tout fait pour nourrir le Vous trouvez Hamas. que le Hamas, et le dans les développement. négociations, est un interlocuteur honnête pour obtenir une trêve? Non, j'observe simplement qu'il y a des exigences de part et d'autre qui ne sont absolument pas aujourd'hui écoutées et que. Mais donc, est-ce que pardon, pour être très précis, est-ce que les responsabilités sont qui a les partagées? moyens Non, attendez. La question qu'il faut se poser, c'est qui a les moyens aujourd'hui de faire cesser le génocide qui est en cours? Israël et ses alliés. On reviendra dans un instant sur l'utilisation du mot. Est-ce que Israël aujourd'hui est un interlocuteur de confiance quand on voit la succession, si vous voulez, de déclarations qui sont extrêmement malhonnêtes, la propagande qui est même menée à l'endroit de la société palestinienne et même des organisations comme l'UNRWA et qui sont menées par le gouvernement d'extrême droite. Je suis très étonné. Je vous pose une question sur la question des responsabilités. Vous ne me répondez que sur celle du gouvernement de Benjamin Netanyahou et pas sur les responsabilités du Hamas. Mais bien le Hamas sûr. a-t-il des responsabilités dans l'échec de ces négociations? Mais bien sûr, et c'est un interlocuteur, effectivement, qui a émergé alors qu'il aurait fallu tout faire. Et là, je m'adresse notamment aux alliés d'Israël. Mais c'est un bon interlocuteur de confiance? La question, c'est comment nous avons perdu, si vous voulez, les discussions qui étaient en cours avec l'autorité palestinienne, qui a renoncé à la lutte armée et qui a embrassé les voies diplomatiques, et ce, depuis les accords d'Oslo. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Israël soit amené à négocier avec un groupe armé qui est celui du Hamas et non pas avec l'autorité palestinienne pour avancer sur une perspective de paix? La réalité, c'est que c'est Israël qui a sciemment nourri le Hamas pour déjouer le développement, si vous voulez, de l'initiative. Et c'est le Hamas qui a commandité les attentats du 7 octobre, qui détient les plus de 130 otages, dont 3 Français. Mais regardez le cynisme, juste, on s'arrête 2 secondes sur le cynisme d'Israël. Quand vous avez, ça a été relayé par les médias israéliens, notamment Haaretz, quand vous avez Benyamin Netanyahou en personne, qui en réunion dit « le Hamas est un atout pour nous, il faut le financer ». C'est exactement comme ça que c'était dit. Mais... Non, il dit précisément que financer et aider le Hamas fait pleinement partie de notre stratégie. Smotrich, qui est un ministre qui fait partie de ce gouvernement, a dit sur un plateau de télé en Israël que le Hamas était un atout et l'autorité palestinienne un fardeau. Donc moi, la question que je vous pose, je regrette comme vous qu'on en soit aujourd'hui à discuter avec le Hamas. Est-ce que c'est un objectif louable? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que c'est un objectif louable de vouloir détruire le Hamas?
Mais vous ne pouvez pas, tous les experts vous disent que vous ne pouvez pas détruire le Hamas. Et que ce sur quoi il faut travailler aujourd'hui, c'est précisément... Non, mais vouloir éliminer Yahya Sinwar, Mohamed Deif, est-ce que c'est un bon objectif? Mais ce n'est pas en éliminant, si vous voulez, les têtes du Hamas que vous allez éliminer le mouvement du Hamas en lui-même. Et ça, tous les experts vous le disent, que ce n'est absolument pas sérieux comme projection. Donc ce n'est pas un objectif à poursuivre pour le gouvernement israélien? Ce n'est pas une question, c'est un objectif à poursuivre ou pas, c'est qu'il est irréaliste. Et donc ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est avancer sur des objectifs concrets de négociation de paix pour les Israéliens et les Palestiniens. Et les projections qui sont faites par Israël sont plutôt d'une offensive totale sur Rafah, d'une expulsion des Palestiniens dans le Sinaï et au fond d'un nettoyage ethnique qui se matérialise aujourd'hui par un génocide. Vous dites génocide justement, Rima Hassan, je le disais dans le sommaire, vous êtes régulièrement accusé d'ambiguïté. J'aimerais qu'on s'y arrête. Vous utilisez ce mot, génocide, comme la plupart, la quasi-totalité même de vos collègues insoumis. Vous ne parlez même plus de risque génocidaire, mais bien de génocide. Je voudrais vous lire ce qu'a dit l'ex-présidente de la Cour internationale de justice dans une interview à la BBC. Elle présidait la Cour fin janvier quand la décision a été rendue. Voilà ce qu'elle dit. La Cour a souligné dans l'ordonnance qu'il existait un risque de préjudice irréparable pour le droit des Palestiniens à être protégés contre le génocide, mais le raccourci qui apparaît souvent et qui consiste à dire qu'il y a un cas plausible de génocide n'est pas ce que la Cour a décidé. Oui. Vous qui vous présentez comme une juriste qui parlait la langue du droit international, c'est une expression que vous utilisez souvent, vous ne pouvez donc pas dire, pas affirmer qu'il y a un génocide en cours. Encore une fois, les faits, je cite l'ancienne présidente de la CIJ. On est en direct? On est totalement en direct. Je dois regarder quelle caméra? Non, vous ne regardez pas une caméra, vous pouvez répondre à mes questions. Je veux dire et redire qu'il y a un génocide qui est en cours. Et je mesure mes mots. Et il serait temps que tout le monde sorte du déni s'agissant de ce qui est en train de se passer à Gaza. Laissez-moi terminer. Qu'est-ce qui vous permet... Non, mais parce que c'est important. Mais je suis en train de dérouler mon propos. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide? Je l'ai lu et je sais que vous le citez régulièrement, Rima Hassan, mais simplement, comme vous dites que vous êtes juriste, je vous demande... Mais attendez... Attendez, si vous permettez. Qui a l'autorité juridique à l'échelle internationale pour statuer? La Cour internationale de justice? Les experts. Alors, je vais revenir sur la décision de la Cour internationale de justice. Les experts. Donc, vous avez un panel d'experts s'agissant de cette question. Donc, il y a effectivement des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Vous avez la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous pouvez considérer que c'est une coalition. Mais Rima Hassan, je lis ces témoignages comme vous, mais ça ne vaut pas la décision d'une juridiction internationale. Mais pourquoi précisément ce qu'elle dit, et elle a sûrement raison. Maintenant, nous avons le droit, nous, si vous voulez, de se fier aussi à un consensus aujourd'hui qu'il y a dans la voix des experts. Je termine juste là-dessus. C'est ce que vous pensez, c'est pas une réalité juridique. C'est extrêmement important, je termine là-dessus. Donc, je vous ai cité le rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide. Vous avez également une communication qui a été faite par la Fédération internationale des droits de l'homme, qui réunit quand même plusieurs acteurs et qui ont communiqué sur le fait que ce qui était en cours aujourd'hui à Gaza, c'est un génocide. Vous avez une procédure qui est engagée devant la Cour pénale internationale par 600 avocats internationaux et experts. Pour inculper Benjamin Netanyahou? Non, sur le génocide par destruction du groupe social. Rima Hassan. Non, c'est extrêmement important. Rima Hassan, est-ce que je peux vous poser juste une question? J'arrive à l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Ce que dit cette ordonnance, effectivement, ce n'est pas une décision sur le fond. Vous avez raison d'être précis. Ce n'est pas une décision sur le fond. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance qui a demandé à Israël de prendre des mesures conservatoires pour empêcher le génocide. Mais si vous voulez, quand on est à cette étape-là, c'est-à-dire que la Cour reconnaît quoi? L'intention génocidaire. Non, c'est pas vrai, mais Rima Hassan, mais si elle demande à Israël... Il y a un débat, même là, je viens de vous lire la phrase sur le risque plausible de génocide, sur le fait d'inciter Israël à prendre des mesures conservatoires. Je vous repose la question. Oui. Y a-t-il une juridiction internationale compétente qui a statué sur le fait qu'un génocide était en cours à Gaza? La question, elle est extrêmement simple. Eh bien, c'est ce qui va se dérouler après. C'est-à-dire que si vous écoutez des experts, des avocats internationaux, ils vous disent que ce qui va se dérouler... Mais je vais revenir à la Convention, parce que là, vous ne parlez pas de la question de la prévention qui dépend de notre voix de citoyens et de politiques. Ce que disent les experts sur ce sujet, c'est qu'il est très probable que la Cour internationale de justice, n'ayant pas eu la possibilité de statuer à ce stade sur le fond, a donné une ordonnance d'alerte. Donc, Rima Hassan, la CIJ n'a pas statué en ce sens. On est extrêmement précis et factuel. Mais vous avez, et c'est inédit, vous avez des déclarations, des travaux annexes d'experts sur le sujet qui alertent sur le fait que c'est un génocide. Donc, vous continuez à utiliser ce terme, malgré le fait que la décision n'a pas été rendue en ce sens. Je l'utilise depuis fin octobre, ce terme, et j'ai parlé depuis fin octobre du risque génocidaire. Donc là, vous avez 6 mois de retard, vous et d'autres collègues journalistes. Et je pense que ceux qui nous regardent pourront juger.
Et je termine sur un point. Cette convention, c'est une convention sur la prévention du génocide. C'est-à-dire que notre rôle de citoyen et de politique, c'est de s'assurer que dès lors qu'il y a un début d'acte génocidaire, de déclaration d'intention génocidaire, nous devons le dénoncer et non pas attendre que le massacre ait lieu et le génocide ait lieu pour regarder comme des spectateurs et venir le qualifier. Vous le dites, vous avez toute liberté de le dire sur ce plateau, mais mon point est que la juridiction internationale n'a pas statué en ce sens. Toujours sur ce mot. Pas encore. Mais elle ne l'a pas fait. Donc. Mais tous les juristes internationaux et les avocats internationaux vous disent que c'est l'État qui va suivre. Toujours sur ce mot génocide. On regarde impuissance qui est en train de se dérouler. Il y a 30 000 morts. Je parle droit international. Rima Hassan, voilà, la différence entre vous et moi, c'est que effectivement, moi, je refuse de regarder ce massacre en étant impuissante et je dénonce ce dont il peut relever en droit international, c'est-à-dire un génocide. On peut passer au sujet suivant. Il n'y a pas ceux qui sont. Je vous remercie. Je pose les questions. Il n'y a pas ceux ici qui sont sensibles ou insensibles. Il y a la question du droit international. Toujours sur ce mot, il y a quelque chose qui m'interpelle, Rima Hassan. Vous dites qu'il y a donc un génocide en cours à Gaza. Mais vous êtes la candidate d'un mouvement, la France Insoumise, qui s'est abstenu en janvier 2022 à l'Assemblée nationale quand il était question de reconnaître le génocide des Ouïghours dans la région du Xinjiang en Chine. Je rappelle que les Ouïghours, c'est cette minorité musulmane victime d'esclavage, de stérilisation de masse, enfermée dans des camps. Le génocide est reconnu par le Parlement français notamment, mais aussi un collège d'experts et d'avocats spécialistes des droits humains, c'était en 2021. Duhamel, en posant cette question, cherchait à établir un lien entre les deux situations et à remettre en question la cohérence des positions de Hassan. En évoquant le génocide des Ouïghours, il a voulu souligner une prétendue hypocrisie de la part des membres de LFI, qui dénoncent avec vigueur les actions israéliennes tout en restant silencieux sur les atrocités commises contre cette minorité musulmane en Chine. Cette approche vise à créer une dichotomie dans le discours politique, où la défense des droits humains serait sélective et influencée par des considérations géopolitiques. Est-ce qu'il y a un génocide des Ouïghours ? Alors je vous retourne la question. Est-ce que vous avez une juridiction internationale qui a commencé à statuer sur la question ? Non, et vous savez pourquoi ? Parce que les Ouïghours ne peuvent pas saisir ces juridictions internationales, et c'est précisément la raison pour laquelle un collège d'experts s'est saisi, parce que notamment la Chine ne reconnaît pas ces institutions internationales juridiques. Donc, je repose ma question. Alors attendez, y a-t-il là, vous manquez de compétences juridiques, donc je vais resituer la chose. Y a-t-il un génocide pour la question des palestinienne, c'est l'Afrique du Sud qui a saisi la Cour internationale de justice. Ce ne sont pas les Palestiniens. Et quel pays a saisi donc, en fait, la CIJ pour les Ouïghours ? Ce qui se passe, s'agissant de ces juridictions internationales, c'est qu'en réalité, ce sont les États qui sont signataires de cette convention qui peuvent agir pour empêcher un génocide dont ils peuvent être témoins ou sur lequel ils veulent alerter. Donc, ça n'a rien à voir avec la question de la compétence un génocide ou la question de la Xinjiang. ratification ou non par la Chine de cette convention. Y a-t-il, Rima Hassan, un génocide des Ouïghours au Xinjiang ? Alors moi, je dénonce effectivement ce qui est, les persécutions que subit cette minorité. Moi, vous pouvez retrouver des posts s'agissant de cet engagement. Et d'ailleurs, j'ai même rappelé que j'avais relayé du contenu qui pouvait être partagé par Raphaël Glucksmann s'agissant de son engagement que je trouve extrêmement donc je repose ma question. Y a-t-il un génocide des Ouïghours au Xinjiang ? À ce stade, il n'y a pas d'ordonnance. Une ordonnance, c'est un début de qualification. Il n'y a pas d'ordonnance qui a pu évoquer la question du risque génocidaire ou d'un génocide qui était en cours ou d'une intention génocidaire. Mais effectivement... Donc, stérilisation forcée des femmes, internement dans des camps, pas d'intention génocidaire. C'est-à-dire, si je résume pour ceux qui nous regardent, attendez juste, sur ce qui se passe à Gaza, la CIJ dit risque plausible de génocide. Et là, vous dites il y a un génocide. Et là, sur les Ouïghours, vous refusez de dire qu'il y a un génocide en cours. Non, c'est pas que je suis en train de refuser. On est en train de se référer tous les deux à ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. Moi, je peux vous citer une dizaine de sources internationales s'agissant de rapports internationaux et de rapports onusiens, s'agissant de la question de la qualification en cours du génocide à Gaza. Donc là, ce collège d'experts et d'avocats spécialistes des droits humains qui, en 2021, disent qu'il y a un génocide des Ouïghours au Xinjiang. Eh bien, je les soutiens dans leurs analyses. Est-ce qu'il y a un génocide ? Je les soutiens dans leurs analyses. Est-ce qu'il y a un génocide des Ouïghours ? Je me réfère, encore une fois, vous l'avez très bien introduit, je me réfère à cette boussole du droit international. C'est-à-dire que moi, je suis là pour défendre la question des droits humains. Donc vous ne dites pas qu'il y a un génocide des Ouïghours. Mais dès lors que vous avez une juridiction internationale qui commence à statuer, si vous voulez, sur ça, nous avons tous pour devoir et responsabilité de relayer ce genre... Hassan, que ceux qui nous regardent mais attendez, là vous êtes en train de simplifier. Non, pas du tout. Vous m'avez parlé d'un comité d'experts. Est-ce que vous pouvez me citer la composition de ce comité ? Oui, notamment l'ancien juge qui était chargé de
de mettre en justice M. Milosevic après les massacres de Srebrenica. Mais juste, Rima Hassan. Non, j'encourage les États, notamment la France et d'autres, qui veulent aller au bout de la défense des droits du peuple ouïghour, à aller juste devant les juridictions internationales. Et je ferai partie des premiers qui soutiendront cette initiative. Ah non, je vous le dis. Non, très bien, mais vous refusez ce soir de dire qu'il y a un génocide des Ouïghours. Encore un mot sur cet argument du droit international. Je suis en train juste de vous dire qu'il n'y a pas à ce stade de... Encore une fois, les téléspectateurs... Mais moi, je ne suis pas là pour m'adresser à vous, je suis là pour m'adresser aux gens qui Je sais bien, écoutent. mais moi, je vous pose des questions. Bien sur sûr, cette question vous avez du droit cité ce comité d'experts, mais je vous le dis, il n'y a pas de juridiction internationale qui s'est saisie de la question et j'encourage les États qui veulent protéger la population ouïghour, qui doit être protégée, à aller jusqu'au bout des démarches, notamment auprès des juridictions internationales. Encore un mot sur cet argument du droit international, Rima Hassan. Comment expliquez-vous que la famille politique à laquelle vous appartenez désormais, la France Insoumise, ait reconnu l'annexion de la Crimée en 2014, contrairement à toutes les règles du droit international ? Non, mais je pense que là, vous n'avez pas du tout suivi les dernières déclarations de la France Insoumise s'agissant de. Alors en 2014, Jean-Luc Mélenchon reconnaît l'annexion de la Crimée par la Russie. Ce que dit la France Insoumise et la famille politique à laquelle j'appartiens, c'est qu'il faut un référendum des populations concernées s'agissant de ce qui est en cours en Ukraine. Et un référendum organisé par qui ? Par une communauté internationale. Ce n'est pas la première fois que ça sera fait, ni la dernière fois que ça sera fait, avec des observateurs internationaux. Il y a pléthore d'exemples qu'on peut vous donner. Jean-Luc Mélenchon, en 2014, reconnaît l'annexion de la Crimée par la Russie. Est-ce qu'on peut se revendiquer du droit international quand on appartient à une famille politique qui revendiquait... On est en quelle année ? On est en 2024. Merci. Et donc, je suis engagée en politique. Je suis engagée dans cette famille politique depuis quand ? Depuis quelques mois. Merci. Et donc ça veut dire donc vous contestez tout ça. Le programme que nous portons s'agissant de la question ukrainienne et russe, il est clair sur ce sujet, oui ou non ? Ah non, sur la question de... J'ai encore entendu il y a quelque temps des députés de la France Insoumise qui parlaient des séparatistes du Donbass. J'aurais dû venir avec le programme et pour pouvoir vous le réexposer. Donc juste pour terminer là-dessus, l'annexion de la Crimée en 2014, est-ce qu'elle était conforme au droit international ? Ce à quoi nous appelons, ce sont là, s'agissant de la situation à Gaza, comme en Ukraine, c'est la fin de la guerre, cesser le feu, que les armes se taisent et qu'on arrive à des consensus qui permettent d'éviter un nombre de morts qui est trop important à Gaza comme en Ukraine. Et s'agissant de la question des territoires, nous demandons à ce que des référendums soient organisés par les populations concernées avec des observateurs internationaux, ce qui est déjà arrivé dans énormément de conflits. Deuxième sujet sur lequel je voudrais revenir avec vous, Rima Hassan, c'est la question des bombardements qui font des victimes civiles. Voilà ce que disait celui avec qui vous faites campagne, Estrade Commune Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes en octobre 2015. Regardez. Les Russes sont arrivés. Et que voit-on? À peine arrive-t-il, se donnant pour objectif de frapper Daesh, y parvenant avec un certain succès, qu'ils se font reprocher de bombarder les opposants et la population civile. Les opposants. C'est notamment ce que dit aujourd'hui une ONG, qui sur le nombre de personnes... si c'est une ONG, doit-on la croire pour autant? Pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet, vous avez raison. Alors pourquoi pas me croire, moi? Bon, j'ai au moins d'aussi bonnes informations, croyez-moi. Que doit-on dire? Et ils bombardent des populations civiles, est-ce vrai ou pas? Bah oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes? Ça n'existe pas. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il vous choque ces propos de Jean-Luc Mélenchon? Non, mais ce qu'on déplore pour tous les conflits, c'est que des civils soient touchés. Et ce que disent les experts internationaux, c'est qu'effectivement, il y a une proportion, quand il y a des bombardements, une proportion de civils qui est systématiquement touchée. Ce qu'on observe, c'est attendez, pardon, Rima Hassan. Je vois bien que vous pratiquez déjà une forme de langue de voix. Là, je vous montre un extrait de Jean-Luc Mélenchon, qui est à la télévision en 2015, qui parle des bombardements de Vladimir Poutine sur la Syrie. Nous sommes en octobre 2015, et qui dit, au fond, est-ce que vous connaissez des bombardements qui ne font pas de victimes civiles? Est-ce que ces propos, ils vous choquent? Mais attendez, je suis là pour faire une interview sur tous les propos de Jean-Luc Mélenchon depuis ces 10 dernières années. Pas du tout, Rima Hassan. Je suis là pour s'agissant de ma candidature, mais Rima Hassan, parce que c'était pas du tout ce qui était convenu. Mais si vous voulez, on peut passer, on peut repasser, si vous voulez, en revue toute la carrière de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, je regrette qu'en tant que femme politique est engagée depuis quelques mois, c'est le premier plateau que je fais en format long. Et en fin de compte, nous en sommes à la deuxième déclaration de Jean-Luc Mélenchon que je dois commenter. Non, pas du tout, Rima Hassan. Je ne suis pas là pour ça. Rima Hassan, si je puis me permettre, ce qu'on est en train de regarder, c'est la question d'un éventuel deux poids deux mesures. Vous avez une parole. Attendez, juste. Est-ce que vous prenez une autre femme politique et vous allez prendre les leaders de la gauche, de la droite? Non, mais attendez, vous plaisantez. Alors écoutez, à votre vous place, remontez à des déclarations qui datent de 10 ans, de 15 ans. Mais Jordan Bardella, à votre place, je l'ai confronté à ce que pouvait dire Jean-Marie Le Pen. D'accord.
Non, Donc- c'était absolument pas ce qui était convenu Donc sur l'interview. Mais Ce qui est convenu. Je pose des questions, non, on est sur des mais thématiques. là, c'est le deuxième sujet sur lequel je suis Rima amenée à Hassan, commenter Rima des Hassan, propos qui datent d'une Rima dizaine Hassan. d'années. Je Donc, repose ma question. je Vous suis êtes pas là une- pour ça. Vous avez un discours très fort sur la question de ce qui est en Oui. train de se passer à Gaza et sur les Oui. victimes Et civiles. je rejoins une famille politique, je rejoins un programme pour Et les vous Européennes. condamnez. Nous ne parlons ni des Européennes, Rima Hassan. nous ne parlons ni de la famille politique, et je suis là à commenter Rima les propos Hassan. qui datent d'une dizaine Rima d'années, Hassan. sortis de leur contexte par Rima ailleurs. Hassan. Je vous rappelle, bon oui, Rima Hassan, attendez, vous Non, non. condamnez les victimes civiles des bombardements israéliens à Gaza. Toutes les Là, victimes civiles, qu'elles Jean-Luc- soient syriennes, ukrainiennes, palestiniennes, sont à déplorer. Donc, est-ce que vous êtes Donc, choqué ce qui par m'intéresse- les propos de ce qui Jean-Luc Mélenchon m'intéresse- qui, sur des bombardements ce qui m'intéresse, russes, Ce qui ou syriens m'intéresse, sur les Benjamin populations Duhamel, s'il civiles. vous plaît, ce qui m'intéresse, c'est ma je vois voix. bien que ça vous gêne, mais absolument, je suis pas gênée. Je suis en train de Par vous ces dire propos que je regrette qu'on soit en train de mener une interview sur des déclarations d'un leader politique et de celui de ma famille politique et de propos qui datent d'une dizaine d'années. Vous me sortez un extrait. Je ne sais même pas de quelle ONG on parle. Par ailleurs, j'aimerais bien, moi, si vous voulez, j'aime réfléchir, j'aime raisonner avant de là, je m'exprimer. parle pas de l'ONG. Là, il parle des bombardements Oui, mais russes et syriens sur les la populations journaliste, civiles, c'est une ONG. avec plusieurs centaines de milliers de La morts en journaliste, c'est Syrie. une ONG. J'aimerais juste de quoi on parle. J'aimerais savoir de quoi on parle. Donc, précisément, je suis là pour porter la parole politique qui est la mienne sur un programme pour les Européennes, qui est celui, effectivement, de la langue du droit international, un programme de paix sur les sujets internationaux. Toutes les victimes civiles sont à déplorer. Je crois que les déclarations de la France Insoumise s'agissant du conflit syrien ont été aussi Mais vous venez extrêmement d'entendre claires. Jean-Luc Mélenchon comme moi, qui dit Oui, mais dans tous les bombardements, il y a des victimes civiles. Et je peux vous aussi vous retrouver si vous m'aviez informé que vous alliez aborder cette question, ce que vous n'avez pas fait par ailleurs. Vous savez, J'aurais Rima pu- Hassan, je vous J'aurais donne pas les pu questions avant non, mais cet les entretien. thèmes, Ouais. vous m'avez pas dit que j'allais être amenée à La commenter pendant thématique, 10 c'est minutes. notamment le La discours question- sur ce qui se passe Mais c'est pas grave, au je ne Proche-Orient vous en et veux l'éventuel pas, de poids de mesure. je ne vous en veux pas, Ouais. ça fait partie du jeu. Mais j'aurais Bah, je pu vous au remercie, moins ouais. J'aurais au moins pu venir avec les déclarations de Jean-Luc Mélenchon s'agissant de la question syrienne. Je veux juste dire un mot. La question syrienne, je crois qu'elle a perdu beaucoup de personnes. Parce que les groupes armés qui ont été recensés sur ce conflit ont été extrêmement nombreux, qu'il y a eu la problématique de Daesh, qu'il y a eu une ingérence effectivement de puissances étrangères qui sont celles de la Russie et qu'il faut dénoncer, qu'il y a le régime de Bachar Et donc- el-Assad qui en lui-même est extrêmement problématique et qui a Et donc, quand minuit- Jean-Luc Mélenchon disait que Vladimir Poutine avait fait le travail en Syrie, Non, mais il avait raison. c'est pour ça que je vous dis que non, je ne suis pas là pour encore une fois donner raison à un tel ou un tel sur des propos qui datent d'une dizaine d'années. J'avais 20 ans. Non, mais donc vous les déplorez. Non, mais attendez, je vais vous dire sur ce sujet. Ce sujet, moi, la question syrienne, c'est ce que je veux vous dire, c'est qu'elle a perdu énormément de personnes. On a eu du mal à comprendre les enjeux de la révolution parce on a sûrement aussi manqué de pédagogie, d'information. Les enjeux de la révolution syrienne. On a eu énormément de relais aussi de ce que faisait Daesh dans cette région. Et donc, pour beaucoup, c'est là où on a perdu, si vous voulez, une parole politique, une faillite de cette parole politique. Pour beaucoup, Bachar el-Assad paraissait, dans cette propagande qu'il menait, comme un défenseur qui s'opposait à Daesh dans cette Mais région. c'était une erreur. Ce qui était faux. Ce qui était faux. Non, mais c'est clair. Mais on a manqué aussi, malheureusement, de clés de lecture pour comprendre ce qu'était la révolution syrienne, dont il fallait aussi. On vous a d'une entendu. manière ou de l'autre, soutenir. Encore un sujet, vous dites, sur la campagne des Européennes et ce combat pour les droits humains que vous menez. Vous vous êtes converti à la solution aux deux États. Non, mais en tout cas, vous preniez un État binational laïque et désormais vous avez dit. Je n'ai pas bougé, non. Ah bon, vous n'avez pas bougé? Là, je vais être extrêmement Alors, claire. donc, c'est État binational laïque au Je Proche-Orient veux être ou solution à deux États? Extrêmement clair. Vous l'avez introduit, je suis française, Mhm. d'origine palestinienne. Je n'ai pas la nationalité palestinienne, c'est une de mes revendications puisque je suis une descendante de la Nakba et je suis née dans les camps palestiniens suite à l'expulsion de ma famille en 1948. J'ai donc très naturellement une parole de personne concernée. C'est-à-dire que je m'inscris... Attendez, j'en ai vraiment bien pas sûr, une bien sûr. Je m'inscris dans un idéal, des projections pour la population palestinienne dans laquelle je m'inscris et la population israélienne qui est celle d'un État binational. Et c'est ce que je leur souhaite du fond de mon cœur. Donc j'ai une question. Donc si vous me permettez de poser une question, Non, je Rima Hassan. termine juste, pour que vous compreniez le lien. Maintenant, là, je suis engagée politiquement. Ouais. La parole politique doit s'inscrire dans un cadre qui est celui du droit international. Sur le plan diplomatique et politique, tous les efforts qui ont été faits au sein de l'Union européenne portent sur la question des deux États, c'est-à-dire un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Donc, si vous voulez, les deux États, c'est une étape en termes d'égalité de droits, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que les Palestiniens aient les mêmes droits que les Israéliens, mais je ne perds pas de vue un idéal. Quand vous défendez Je l'État ne perds pas de binational vue un laïque, idéal. quand vous défendez l'État binational laïque comme Oui. idéal, où est l'État juif dans cet État binational?
Mais un État binational, c'est un État dans lequel on reconnaît la spécificité linguistique, culturelle, nationale des uns et des autres. Donc aujourd'hui, moi, ce que Où est j'observe... Israël dans cet État binational laïque? Benjamin Duhamel, où est la Palestine depuis 1948? C'est la solution à deux États défend la proposition C'est une blague. d'un État palestinien. C'est une blague. Vous vivez dans La quel solution à deux États. Mais vous vivez dans quel déni? Vous vivez dans quel monde? Votre famille politique, Rima Hassan, défend cette solution à deux États? Il y a tout. Vous êtes en train de me parler de la question des deux États, mais il y a 800 000 colons en territoire palestinien à l'heure où on se parle, d'accord? 85% des infrastructures civiles à Gaza ont été détruites. Il y a plus de 30 000 morts. La question des réfugiés palestiniens n'est toujours pas traitée, alors que c'est 800 000 Palestiniens en 1948 qui ont été chassés. Et aujourd'hui, ce qui comprend tous leurs descendants, Mais quand dont on moi, vous entend dire de la rivière à la question- mer, comprenez que Oui, certains je nous le regardent et se dis, disent, je dans cette l'assume. perspective-là, il n'y a Non. pas d'État juif, d'État d'Israël. Si vous voulez, la question d'un État binational, elle est évoquée par des intellectuels israéliens et palestiniens depuis 30 ans. Il faut vous mettre à la page. Hein. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, ce que je dis. Hein. C'est quelque chose qui a été traité, qui est revendiqué depuis une trentaine d'années par des intellectuels israéliens et palestiniens. Et effectivement, moi, j'ai cet idéal. Maintenant, politiquement et en termes de pragmatisme, c'est plutôt par honnêteté que je parle de la question des deux États. C'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas arriver au Parlement européen et leur dire, tout ce qui a été fait ces dernières années, on va jeter à la poubelle. Non, il y a une étape qui est celle de la reconnaissance de l'État palestinien pour mettre à égalité Palestiniens et Israéliens sur le plan international, mais cet idéal qui est de faire cohabiter les Israéliens et les Palestiniens dans un État qui reconnaît ce qu'est être un Israélien et qui reconnaît Donc, ce il y a un qu'est État être juif un... Mais oui, mais un binational, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans binational? Binational laïque? Binational Laïque? Mais non, mais pas forcément. Binational, c'est un État qui reconnaît, si vous voulez, les spécificités nationales des Palestiniens. Toute dernière et des question, Israéliens. Rima Hassan, rapidement, puisqu'il nous reste plus beaucoup de Mais temps. laïque dans le sens cohabitation, mais ça n'efface pas la religion. Hein. L'aspect de la laïcité ne n'efface pas. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux appeler au soulèvement, alors que l'UNI, le syndicat lycéen, a appelé au blocage des lycées. Vous allez me faire le coup à partir de... Non, pas du tout. Non, ça, je ne me permettrai pas et je ne fais pas de traduction sur ce plateau. Je vous pose des questions de la façon la plus franche qui soit. En expliquant que vous serez dans un lycée demain. Donc, vous appelez au blocus des universités, au blocus des lycées. C'est quoi l'étape d'après? Non, mais attendez, là aussi, vous êtes vraiment dans la caricature. Non, je vous pose des questions, Rima Hassan. On va reprendre. Donc, quand des étudiants se mobilisent, qui ne sont pas écoutés s'agissant de leurs revendications, je veux quand même redire que quand la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu une succession, des déclarations et des engagements très importants et très rapides par ailleurs de ce milieu universitaire s'agissant des sanctions à prendre contre la Russie. Les étudiants demandent simplement qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Ah, c'est pareil, la Russie et Israël? Alors je vais vous dire une chose. Israël, c'est pire que la Russie. Ah bon? Il y a eu un 7 octobre entre la Russie et l'Ukraine? Palestiniens, il y a eu pire que le 7 octobre pour les Palestiniens. Il y a, pour les Palestiniens, la colonisation et l'occupation durent depuis quand? La colonisation et l'occupation? L'occupation des territoires dure depuis quand? Allez-y. Une cinquantaine d'années. Ouais. Et donc c'est quoi? C'est une circonstance Mais non, mais c'est pas ça. Les résolutions des Nations Unies, les rapports des Nations Unies s'agissant des violations du droit international commises par Israël sont documentés depuis des dizaines d'années. Donc c'est même pire, si vous voulez, en termes de passifs et en termes de violation du droit international et des crimes et de documentation des crimes qui sont commis, c'est même pire. Donc ce que demandent les étudiants à juste titre, c'est qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on a pris des sanctions contre un régime russe qui a violé le droit international. Nous demandons des sanctions contre un État israélien qui viole le droit international aujourd'hui et qui le fait depuis les accords d'Oslo. Donc le sujet, il est là. Donc j'appelle pas, si vous voulez. Non mais vous l'avez dit. C'est pas moi qui suis responsable, si vous voulez, de ce mouvement. Par contre, je l'encourage. Je salue la maturité des étudiants qui sont à la tête de ces mouvements et je les encourage à poursuivre effectivement leur engagement et leurs demandes, qui sont formulées à l'endroit de ces universités. Merci Rima Hassan, candidate aux européennes et invitée de C'est pas tous les jours dimanche.